Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une deuxième séance sur la fiscalité en cette période de confinement. J'espère que vous allez bien et vos familles aussi, vos proches. Donc pour ce deuxième cours de fiscalité, nous allons parler du premier chapitre qui concerne l'impôt sur les sociétés. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas pu suivre la première présentation, donc de manière récapitulative, on peut dire que euh, première présentation, premier cours que j'ai animé concernait les concepts et les principes de base de la fiscalité. Donc, pour vous résumer ce cours, on peut dire que la fiscalité est une technique, c'est une branche du droit qui traite des impôts et taxes aussi bien de l'État que des collectivités territoriales. Donc nous allons la fiscalité d'État et nous allons la fiscalité locale. Concernant les concepts et les principes de base, donc il faut garder en tête que, il y a un certain nombre de concepts. Donc la fiscalité n'est pas une science exacte, c'est une technique, c'est une branche de droit, du droit, où on y trouve, comme je l'ai bien expliqué, la comptabilité, l'économie, le droit commercial, le droit des affaires, le droit privé, le droit civil, etc. Nous avons un certain nombre de concepts qui sont importants à connaître, parmi lesquels donc, nous avons la fiscalité, la définition de la fiscalité, la définition des impôts et taxes. Nous avons aussi un certain nombre de principes de base de la fiscalité, la légalité. Donc, je vais, donc vous aurez l'occasion d'avoir un support pour la première présentation, sur les principes et les concepts de base. Donc, pour cette séance, donc nous allons parler de l'impôt sur les sociétés, qui est l'un des piliers de la fiscalité marocaine. Donc, l'impôt sur les sociétés s'adresse, comme son nom l'indique, aux sociétés. Donc, il s'applique aux entreprises qui ont opté pour la formule juridique de la société. Donc, au Maroc, nous avons l'IS, l'IR, l'IS pour les sociétés et l'IR pour les personnes physiques. Nous aurons l'occasion de voir l'IR plus tard, donc les prochaines séances, Inch'Allah, après avoir terminé l'IS. Donc, l'IS, comme je l'ai dit, l'IS, comme je l'ai dit, il s'adresse aux sociétés. S'adresse aux sociétés. Donc, nous allons voir. Donc, la dernière fois, nous avions parlé de la technique fiscale. Donc, la technique fiscale suppose un mécanisme qui s'appuie sur 5 notions essentielles. Donc, nous avons le champ d'application, nous avons la base imposable qui est la matière sur laquelle est assise l'impôt, Nous avons la liquidation de l'impôt. Et l'avant-dernier élément, c'est l'exigibilité, c'est-à-dire le fait générateur de l'impôt. Et enfin, nous avons les modalités et les modes de recouvrement pour payer l'impôt. Donc, nous allons détailler tous ces points au cours de cette présentation. Donc, cette présentation, nous allons la faire sur à peu près une quarantaine de minutes. Donc, à la fin, si vous avez des questions, donc vous pouvez les poser sur Facebook. Et à la fin, j'aurai quelques minutes pour y répondre. Donc, le champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Donc, l'IS s'applique à l'ensemble des produits, bénéfices et revenus prévus aux articles 4 et 8 du CGI, du Code général des impôts, qui est le code fiscal, acquis par les sociétés. D'ailleurs, toute disposition qui n'est pas prévue dans le Code général des impôts n'est pas applicable.
C'est bien écrit noir sur blanc au niveau du Code général des impôts. Donc, ça s'applique à l'ensemble. L'IS, comme je l'ai dit, s'applique à l'ensemble des produits, bénéfices et revenus acquis par les sociétés et autres personnes morales visées à l'article 2 du dit Code. Donc, nous avons euh, la matière imposable qui sont les produits, les bénéfices et les revenus. Donc, un produit. Donc, nous allons le voir plus tard. Donc, de manière générale, nous avons les produits des actions, nous avons les produits des placements, nous avons les produits des produits rémunération versée aux non-résidents, personnes morales non résidentes, qui sont appelés produits. L'article 4 parle de ces trois types de produits sur lesquels on applique la retenue des sources. Nous avons le bénéfice, bien évidemment, qui est la pierre angulaire de dispositifs liés à l'IS. Donc l'IS s'applique aux bénéfices des sociétés, mais également aux revenus, donc tout type de revenus qui est réalisé par les personnes, les sociétés et les personnes morales. Bien entendu, donc l'IR, comme vous le savez, donc l'IR s'applique aux personnes physiques, l'IS s'applique aux personnes morales. Parce qu'il y a une distinction en matière juridique, il y a une distinction entre la personne physique et la personne morale. Donc le fait de créer une société donne de facto cette distinction, cette séparation entre la personne physique, qui sont les associés, les fondateurs de cette entité, et la personnalité morale de la société. Donc, de manière générale, toute personne morale qui a la personnalité morale est soumise à l'IS. Donc, le Code général des impôts a détaillé, bien évidemment, nous allons voir après, par la suite, nous allons voir qu'il y a aussi des exonérations. Mais les exonérations s'intéressent ou s'adressent à des sociétés, à des personnes morales qui étaient en principe, avant l'exonération, qui étaient en principe soumises à l'IS, mais pour des considérations, du fait de considérations sociales et économiques, on les a exonérés dans le cadre des dispositions fiscales. Donc, comme je l'ai dit au départ, toute disposition fiscale qui n'est pas prévue expressément par la loi ne pourra pas s'appliquer. Les personnes obligatoirement imposables, c'est bien évidemment les sociétés. Donc, nous avons toutes les sociétés, donc tous les types de sociétés, tout type de sociétés. Donc, nous avons les sociétés de manière générale, nous avons des exclusions. Donc, les exceptions, nous avons principalement les sociétés de personnes, parce que c'est des sociétés de personnes où nous avons, il n'y a pas une réelle séparation entre les personnes physiques et les personnes morales. Il y a une responsabilité indéfinie des associés, contrairement aux sociétés de capitaux et la société à responsabilité limitée, où il y a cette séparation entre le patrimoine privé et le patrimoine sociétal. Donc, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, qui sont les principales sociétés de personnes, principaux types de sociétés de personnes, sont exclus du champ d'application de l'IS. Bien évidemment, avec la condition qu'ils ne comprennent, ils doivent comprendre que des personnes physiques. Donc, si une société en nom collectif, une société en commandite simple comprend, si jamais nous avons le cas d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple qui comprend une personne morale, une société qui est associée dans cette entité, donc l'exclusion saute. Et par conséquent, cette société en nom collectif ou cette société en commandite simple devient obligatoirement imposable à l'IS. Donc il sort du champ d'application de l'IR pour entrer dans le champ d'application de l'IS. Nous avons aussi les sociétés de fait. Donc, les sociétés de fait, c'est des sociétés, disons, qui n'ont pas, qui ne sont pas soumises à un formalisme juridique. Donc, c'est des sociétés créées entre deux ou plusieurs personnes pour réaliser un objet économique et bien évidemment réaliser des profits, mais qui sont soumis à un formalisme qui est très léger. Donc, il n'y a pas d'obligation
de dématriculer la société au niveau du registre de commerce. Et par conséquent, cette société de fait, elle est soumise à l'IR au lieu de l'IS. Et les sociétés à objet immobilier dites sociétés immobilières transparentes. Les sociétés immobilières transparentes, c'est des sociétés, c'est une association de personnes qui veulent, par exemple, qui achètent un terrain, par exemple, pour y construire un bien immeuble et l'exploiter pour leurs propres besoins. C'est similaire aux coopératives d'habitation qui sont créées par des catégories de personnes pour leurs propres besoins, soit pour habiter l'immeuble, soit pour les exploiter pour leurs propres besoins. Et donc, ces personnes sont soumises à l'IR au lieu de l'IS. Et bien évidemment, les groupements d'intérêt économique. Groupement d'intérêt économique, c'est une association de sociétés pour réaliser un objet défini dans le cadre d'une convention de groupement. Et donc, chaque société, elle est imposable indépendamment et séparément des autres sociétés qui sont membres du groupement. Chaque société est imposable à elle seule, imposable à l'IS. Pour éviter la double imposition, donc, les revenus sont appréhendés au niveau des sociétés membres du groupe. Ensuite, nous avons donc deuxième personne morale qui est imposable à l'IS, c'est les établissements publics. Donc les établissements publics, les autres organismes, personnes morales qui se livrent à une exploitation commerciale. Donc tous les établissements publics, parce que donc au niveau de l'État, nous avons des organismes, nous avons des organismes Nous avons des organes. Excusez-moi, j'essaie juste de voir si la présentation est bien déroulée. Donc, les établissements publics, nous avons donc au niveau de l'État, comme je l'ai dit, au niveau de l'État, nous avons des établissements publics à caractère administratif. Nous avons un deuxième type qui sont les établissements, qui sont les établissements publics à caractère commercial. Donc, les établissements publics à caractère commercial qui réalisent des opérations commerciales, des opérations à caractère lucratif, sont imposables, donc rentrent dans le champ d'application de l'IS. Exemple, l'OCP, qui est un office, donc c'est un établissement public, mais qui réalise une activité commerciale et donc il est imposable à l'IS. Nous pouvons aussi citer d'autres exemples, d'autres organismes, l'ONCF, l'Office national des chemins de fer. Nous avons aussi des régies aussi qui peuvent aussi, ou des agences s'ils ont des activités commerciales, ne serait-ce que partiellement, donc ils payent l'impôt sur les sociétés sur la partie à caractère lucratif. Nous avons également les associations, les organismes légalement assimilés, les fondations, euh, les, euh, donc les fondations, les associations. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, je continue. Je ne sais pas. Il y a certains qui me déclarent qu'il y a un problème de son.
Mais, euh, bon, je continue. Donc, nous avons les associations, les organismes légalement assimilés, donc جمعيات, les associations, les fondations, les coopératives qui sont en principe censées réaliser une activité non lucrative, donc, mais qui peuvent, donc nous avons vu en pratique des associations, des fondations qui peuvent avoir une partie de leur activité qui est commerciale. Donc, ils sont obligatoirement imposables l'IS pour la partie commerciale. Par contre, pour la partie non lucrative, ils ne le sont pas, puisque c'est une activité qui n'a pas pour objet de réaliser des profits. Nous avons les fonds créés par voie législative ou par convention, ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé. Ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition législative. Parfois, l'État ou des organismes de droit privé peuvent être amenés à créer des fonds. Par exemple, le fonds dans le cadre des mesures de lutte contre le coronavirus, le Covid-19, l'État a créé un fonds dédié à cette pandémie. Donc, vous avez un peu suivi les news. Donc, ce fonds-là, parfois, il y a des fonds qui sont créés pour réaliser des activités commerciales, d'autres qui sont créés pour, comme le fonds de Covid-19, c'est un fonds qui est créé pour lutter contre une pandémie et donc il n'a pas pour objet de réaliser des opérations à caractère lucratif. Les centres de coordination des sociétés non résidentes, donc là, on appréhende aussi les activités réalisées par les sociétés non résidentes, les sociétés étrangères. Les sociétés étrangères qui viennent au Maroc réaliser des activités dans le cadre de marchés ou de contrats privés. Et donc, ils sont appréhendés sous certaines conditions et dans le cadre s'il y a lieu des conventions, s'ils existent bien évidemment, dans le cadre des conventions fiscales internationales de non-double imposition. Après, donc le champ d'application, donc champ d'application général, pour faire un petit résumé, donc champ d'application général, mais donc nous avons les personnes obligatoirement imposables, donc c'est toutes les sociétés, mais nous avons aussi les personnes, les sociétés de personnes qui sont exclues du champ d'application de l'IS, et donc ils le sont exclus, mais ils peuvent opter, donc ils ont cette possibilité d'opter pour l'IS. Donc, comme je l'ai dit, donc vous le voyez sur la diapo. Donc, les sociétés imposables sur option, nous retrouvons les sociétés en non collectif. Donc, celles qui sont exclues du champ d'application, ils peuvent y entrer via option. Donc, au lieu d'être optés pour l'IR, qui est leur régime fiscal par défaut, ils peuvent être imposables à l'IS s'ils souhaitent le faire. Donc, les sociétés, nous y trouvons les sociétés en non collectif, les sociétés en commandite simple. Donc, bien évidemment, nous comprenons que des personnes physiques. Sinon, donc, s'ils comprennent des associés personnes morales, ils deviennent de ce fait soumises à l'impôt sur les sociétés. Donc, cette distinction entre personnes physiques et personnes morales ne serait plus d'actualité. Et donc, ils sortent du régime de l'IR pour entrer dans le régime de l'IS. Les sociétés en participation, qui sont régies aussi par la loi 596, qui régit également la société en non collectif, la société en commandite simple et la société à responsabilité limitée, mais avec une précision importante. Donc, si une de ces sociétés fait ou opte pour l'IS, il le devient de manière irrévocable. Donc, il ne peut plus revenir à l'IR en faisant ce choix. Donc, il faut que ce choix soit bien réfléchi. Donc, après mûre réflexion, et ce choix peut être, surtout qu'aujourd'hui, nous avons une fiscalité relative à l'IS de manière générale plus favorable que la fiscalité liée à l'impôt sur
le revenu. Donc, société obligatoirement imposable ou personne obligatoirement imposable, personne imposable sur option par choix, et nous avons les personnes exclues. Donc, les exclues, on en a déjà parlé, donc société en collectif, société en commodité simple, ainsi que les sociétés en participation, sauf bien évidemment option, comme déjà expliqué. Les sociétés de fait aussi, c'est une forme aussi de société de personnes qui est soumise à, comme je l'ai dit, un formalisme léger, juridique léger, au niveau de l'immatriculation, au niveau de la publicité surtout. Les sociétés immobilières transparentes et les groupements d'intérêt économiques. Donc, les personnes qui peuvent sortir de cette exclusion, c'est uniquement les sociétés en non collectif, les sociétés en commodité simple et les sociétés en participation. Par contre, les sociétés de fait, les sociétés immobilières transparentes et les groupements d'intérêt économique, ils ne peuvent jamais opter pour l'IS. Donc, ils sont soumises, ils sont exclus du champ d'application de l'IS. En ce qui concerne la société de fait, elle est soumise à l'IR. Donc, chaque personne, chaque associé est soumis, en ce qui le concerne, à l'IR. Donc, sa partie dans les bénéfices de la société est appréhendée à l'IR. Généralement, c'est l'associé principal qui appréhende l'ensemble des bénéfices au niveau de ses revenus. Les sociétés immobilières transparentes, donc chaque personne physique appréhende ses bénéfices pour la partie qui le concerne. Et nous avons les groupements d'intérêt économique où les membres sont imposables, chacun pour la partie bénéfice qui le concerne. Donc, champ d'application, au niveau de la première présentation, l'introduction, donc vous pouvez revenir à la page de Qaraya Fiddar sur YouTube et sur Facebook pour revoir la première présentation sur les concepts et les principes de base, où nous avons décliné les 5 notions de la technique fiscale. Donc, champ d'application, nous avons trois éléments importants à voir. Nous avons les personnes, nous avons les opérations, nous avons la territorialité. Donc, territorialité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sur quel territoire, donc c'est-à-dire ces bénéfices, ces revenus, ces produits réalisés par les personnes que nous avons détaillés, quel est, disons, le territoire sur lequel on va imposer ces revenus, ces produits et ces bénéfices. Et quel est le traitement à faire par rapport aux revenus qui sont réalisés par les personnes, par les sociétés marocaines à l'étranger et vice-versa. Les revenus, les bénéfices et les produits réalisés par les sociétés étrangères au Maroc. C'est là où la notion de territorialité trouve tout son sens et toute sa teneur. Donc, territorialité, le principe général, c'est que les sociétés qu'ils aillent ou non leur siège au Maroc, donc quel que soit le lieu de leur siège au Maroc, ils sont imposables à l'IS en raison de l'ensemble des produits et bénéfices revenus se rapportant aux biens qu'ils possèdent à l'activité qu'elles exercent et aux opérations lucratives qu'ils réalisent au Maroc, même à titre occasionnel. Donc, la fréquence de l'activité n'impacte pas la taxation des revenus et des bénéfices, qu'ils soient réalisés de manière fréquente ou de manière occasionnelle, cela importe peu. Ce qui est le plus important, c'est que ces opérations soient réalisées au Maroc, que le siège de la société soit au Maroc ou non. Et bien évidemment, nous avons une deuxième partie qui complète cette notion de territorialité, c'est les produits et les bénéfices dont le droit d'imposition. Donc, rappelez-vous, pour définir la territorialité et son objectif, son utilité, nous avons dit qu'il concerne aussi bien le territoire sur lequel est assujetti ses bénéfices et revenus, mais également le régime de traitement, le traitement à faire pour les revenus qui sont réalisés à l'étranger par les sociétés marocaines et les revenus qui sont réalisés au Maroc par les sociétés étrangères. Donc, et là, on trouve ce qu'on appelle les conventions fiscales internationales. Donc, les conventions fiscales internationales entre le Maroc et plusieurs pays. Le Maroc a conclu plusieurs conventions fiscales pour éviter la double imposition et pour définir quel est le pays qui va imposer tel ou tel revenu.
Donc le Maroc il a conclu ces conventions pour pour préciser les règles et à qui revient le droit d'imposer et dans quelle proportion et quel est le moyen pour remédier à la double imposition. Donc on va retrouver un tableau qui va résumer cette notion de territorialité. Donc une société, donc nous avons deux critères, nous avons le siège et nous avons la source du revenu. Le siège, donc une société qui a le siège au Maroc, qui réalise une partie de l'activité au Maroc et une autre partie à l'étranger. Donc l'activité au Maroc, elle est soumise à l'IS. Par contre, l'activité à l'étranger, elle est soumise aux règles des conventions fiscales internationales. Donc si la société réalise ses opérations à l'étranger via une antenne installés à l'étranger. Donc, ses revenus, ses bénéfices et ses produits sont imposables à l'étranger. Par contre, donc généralement, on parle dans ce cas-là, donc les conventions fiscales détaillent les règles en matière d'imposition des revenus réalisés à l'étranger. On retrouve la notion très importante de la notion très importante liée à la bureau de représentation, par exemple. Donc, une antenne à l'étranger qui permet donc, un établissement autonome ou, par exemple, si la société réalise un cycle complet, complet à l'étranger, commerce complet, dans ce cas-là, ces opérations sont soumises à l'impôt étranger. Donc, les règles en matière de taxation des revenus à l'étranger sont généralement précisées et détaillées par les conventions fiscales internationales. Par contre, une société qui est installée à l'étranger, bien évidemment, quand il réalise une activité au Maroc, donc il est soumise à l'IS pour les opérations réalisées au Maroc. Bien évidemment, il faut regarder aussi, il faut regarder dans ce cas-là, regarder ce que prévoit la convention fiscale avant de se prononcer sur le sort, sur l'imposition. Est-ce que c'est le pays étranger, le Maroc, qui va imposer ce revenu? Et bien évidemment, donc logiquement, une société qui est installée à l'étranger et son activité est réalisée à l'étranger, elle est soumise bien évidemment à l'impôt dans son pays d'accueil, selon la législation du pays d'accueil. Ensuite, nous avons donc toujours dans le champ d'application, donc nous avons d'un côté les personnes obligatoirement imposables, les personnes qui peuvent opter pour l'IS, nous avons les personnes exclues du champ d'application d'IS, et nous avons aussi, enfin, les exonérations. Donc, ce sont des personnes qui concernent des opérations réalisées par des personnes qui, en principe, sont imposables à l'IS, mais qui ont été exonérées pour des considérations diverses, pour diverses considérations, tantôt commerciales, économiques et parfois sociales. Donc, les exonérations, nous avons les exonérations et les impositions auto-réduites permanentes. Donc, juste une petite précision qui est, à mon sens, très importante. Donc, ce qu'on va essayer de voir au niveau d'IS, c'est les règles applicables selon la loi de finances 2019. Donc la loi de finances 2019, puisque c'est l'année scolaire 2019-2020, donc ce qui est applicable pour l'instant, c'est la loi de finances 2019. On aura l'occasion peut-être par la suite de voir peut-être les principaux changements introduits par la loi de finances 2020. Donc j'espère que nous allons pouvoir le faire par la suite pour un petit peu vous permettre de suivre un peu les derniers changements introduits le 1er janvier 2020. Donc les exonérations totales permanentes,
donc exonération totale permanente. Nous avons les associations, bien évidemment à la condition que l'activité soit à but non lucratif. Nous avons les coopératives de petite taille, donc au-delà de 5 millions, ce sont des coopératives qui sont imposables à l'IS. Bien évidemment, les coopératives qui réalisent moins de chiffre d'affaires, moins de 5 millions de dirhams, ils sont exonérés totalement et de manière permanente. Nous avons certaines fondations royales, Fondation Mohamed V, Fondation Mohamed VI, nous avons certains organismes dont l'activité n'est pas lucrative, donc qui œuvrent au niveau social. Nous avons les OPCVM, les organismes de placement en valeur mobilière, de placement collectif en valeur mobilière, pour des considérations bien évidemment, pour dynamiser le marché financier et le marché boursier. Les promoteurs immobiliers des projets sociaux conventionnés avec l'État. Bien évidemment, il faut que ça soit conventionné avec l'État. Les projets sociaux, donc les logements économico-sociaux sous certaines conditions, en matière de superficie, en matière de prix de vente, qui ne doit pas dépasser 250 000 dirhams par taxe. En signant une convention avec l'État, en réalisant au moins 500 logements sur 5 ans, et il bénéficie d'une exonération totale et permanente. Donc totale, c'est-à-dire zéro, il ne paye aucun IS, donc IS zéro, et permanent, donc dans le temps, il n'est pas limité dans le temps, donc ils sont exonérés de manière permanente dans le temps. Et société de la zone franche de Tanger. Donc la zone franche de Tanger, c'est une zone offshore qui est soumise à un régime fiscal favorable en matière d'IS. Ensuite, nous avons les exonérations suivies de l'imposition permanente au taux réduit. Donc exonération pendant une certaine période. Et à l'expiration de cette période, nous allons retrouver un IS avec un taux qui est réduit. Donc c'est le cas aujourd'hui, donc jusqu'à fin 2019, c'est le cas des sociétés exportatrices, donc 5 ans d'exonération plus un taux de 17,5% à partir de la 6e année. Et les sociétés hôtelières, bien évidemment, pour la partie du chiffre d'affaires réalisé en devises, sous certaines conditions. Et enfin, ici, je vous résume ce qui est prévu par le Code général des impôts. Il y a d'autres exemples, mais j'ai essayé de vous donner les principaux exemples. Et les sociétés avec statut CFC, donc Casablanca Finance City, donc la zone d'Onfa, qui accueille la zone financière de Casablanca. Et il bénéficie, donc avant la loi de finances 2020, il bénéficie d'un régime fiscal avec une exonération pendant 5 ans et un taux bonifié réduit de 8,75 à partir de la 6e année. Nous avons également les sociétés minières qui bénéficient d'une imposition permanente au taux réduit. C'est une imposition permanente au taux réduit. Donc, à partir de la première année, ils payent un taux d'IS de 20%. Donc, le premier type d'exonération, c'est les exonérations, comme déjà expliqué, donc les exonérations en position au taux réduit permanente. Nous retrouvons en deuxième lieu les exonérations en position au taux réduit temporaire. Donc, c'est le cas des sociétés installées dans les zones franches d'exportation. Donc, exonération pendant une certaine période, puis généralement 5 ans. Donc, à partir de la 6e année, il y a un taux réduit, mais pour une durée limitée. 10 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, chacun en ce qui le concerne. L'agence spéciale Tangimed. Les exonérations temporaires
Comme c'était le cas des revenus agricoles, donc ils étaient exonérés pendant un certain laps de temps. Et ils ont commencé à rentrer dans le droit commun à partir de quelques années. Donc, je crois à partir de 2020, tous les revenus agricoles réalisés par les sociétés, personnes morales, seront taxés, à l'exception bien évidemment des revenus de ceux qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions de dirhams, qui resteront exonérés de l'IS. Donc les petites exploitations exploitées dans le cadre de sociétés euh, ils vont se maintenir dans le régime favorable de l'exonération. Nous avons aussi les impositions temporaires auto réduites, donc certaines régions à développement économique faible, sociétés artisanales, les établissements privés d'enseignement qui sont soumis à un taux d'IS de 17,5% pendant 5 ans. Donc je préfère me limiter à ça, donc le champ d'application. Il me reste 4 minutes, donc je vais essayer de voir les questions qu'il y a sur la page. Donc s'il y a des questions, il y a certaines personnes qui veulent le cours PDF. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations de certains points à expliquer davantage, n'hésitez pas à me faire part sur la page de cette présentation sur Raya Fottar. Et j'espère que donc la prochaine fois, on aura l'occasion de voir la base imposable à l'IS. Je commencerai par bien évidemment rappeler ce qu'on a vu au cours de cette séance et nous allons enchaîner par la base imposable à l'IS. Bien évidemment, il y aura des exemples et des cas, des études de cas à la fin de ce chapitre. Merci pour votre attention et à la prochaine.